L'OTAN, vous savez, en ce moment, c'est un tigre de papier. Et la réalité, c'est que la Russie est bien plus prête à utiliser l'arme nucléaire que l'Europe ne l'est à s'en servir contre la Russie. Ce serait terrible dans tous les cas. Mais les Européens et les Américains ont commis une erreur très très grave. Ils pensent qu'ils sont militairement plus forts, supérieurs à la Russie. Pas du tout. Ils sont plus faibles que la Russie. Tous ensemble, plus faibles que la Russie. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau un ami de notre émission, Larry Johnson. Larry est un ancien analyste de la CIA et un ancien responsable du département d'État. Spécialisé dans la lutte antiterroriste, les opérations de renseignement et la politique étrangère des États-Unis. Il tient aussi un excellent Substack, Son of the New American Revolution, une lecture absolument incontournable, pleine d'informations essentielles. Je lis souvent ses nouvelles publications, alors n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Larry, ravi de te retrouver et merci beaucoup d'être avec nous. Merci Lena pour la mention. C'est très gentil de ta part. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Et je dois dire que je suis absolument fascinée par vos publications sur Substack et par vos analyses. Il y a tellement de nuances, tellement de détails importants pour comprendre le contexte global et faire le lien entre les différents éléments. J'apprécie toujours votre point de vue sur l'actualité et sur ce qui se passe dans le monde, mais le sommet de l'OTAN, qui a duré 2 jours, vient tout juste de se terminer. Et bien sûr, il a porté sur les dépenses militaires, sur l'Ukraine, sur la production d'armements et sur la posture à long terme de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. L'OTAN a annoncé des dizaines de milliards de dollars de nouveaux contrats militaires et il me semble que l'attention s'est déplacée. On ne parle plus seulement d'augmenter les budgets militaires, mais de franchir une nouvelle étape logique. Renforcer la capacité de l'Europe à produire des armes à grande échelle. Larry, qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ce sommet de l'OTAN en Turquie? Et selon toi, quelle pourrait être la conséquence la plus importante pour les pays non membres de l'OTAN, en particulier pour la Russie et peut-être aussi pour l'Iran et la Chine? Ils étaient complètement dans l'illusion. Je veux dire, c'est un peu comme des gens qui se réunissent pour jouer à un sport imaginaire où ils choisissent des joueurs sur lesquels ils n'ont en réalité aucun contrôle, puis ils jouent des matchs et s'attribuent le mérite de choses qu'ils n'ont pas faites. Par exemple, vous me direz, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Trump a annoncé « On va laisser l'Ukraine fabriquer ses propres missiles patriotes ». Mais comment voulez-vous faire ça? Parce qu'aujourd'hui, la production d'un missile Patriot aux États-Unis implique une vingtaine de sous-traitants différents. Chacun fabrique une pièce spécifique et au final, toutes ces pièces sont envoyées à Lockheed Martin où elles sont assemblées. Et pourtant, d'après le dernier article que j'ai lu, il faut en tout 2 ans entre le début de la production de ces pièces et leur assemblage final. 2 ans, hein? Alors tous ces sous-traitants différents vont envoyer leurs pièces en Ukraine pour qu'elles soient assemblées là-bas. Et n'oublions pas que plusieurs de ces pièces, de ces composants, sont fabriqués avec des terres rares que les États-Unis n'ont pas et qui sont contrôlés par un pays qu'on appelle la Chine. Et la Chine, elle, n'exporte pas ces terres rares. Voilà un exemple. Ah oui, bien sûr, on va laisser l'Ukraine produire maintenant des missiles Patriot, et tant qu'on y est, on va aussi faire voler des licornes par magie. Je veux dire, ils racontent vraiment n'importe quoi. L'Allemagne et tout le monde d'ailleurs disent qu'on se prépare, qu'on va partir en guerre contre la Russie. Donc ils parlent ouvertement d'aller en guerre contre la Russie. Et ils pensent que la Russie, du coup, va rester tranquille et dire oui,
attendons d'être attaqués. La Russie finira par frapper de manière préventive un de ces jours, si l'Europe continue à lancer ses provocations contre elle. Et maintenant, ils se vantent de déployer des missiles à plus longue portée, capables de frapper plus profondément en territoire russe. Oui, ils touchent des cibles en Russie, mais ça ne paralyse pas la Russie. Franchement, si une seule frappe de missile suffisait à paralyser un pays, alors pourquoi l'Ukraine ne se serait-elle pas déjà effondrée? Mais ce que montre la Russie, c'est que, tu sais, même dans ces sociétés modernes, même un pays qui reste relativement primitif comparé à la Russie, comme l'Ukraine, peut encaisser énormément. Beaucoup d'attaques, beaucoup de puissance de feu. Je veux dire, ça fait 3 nuits d'affilée qu'il y a d'énormes frappes de missiles et de drones sur Kiev qui détruisent des usines, des entrepôts, des installations gouvernementales essentielles, et ainsi de suite. Alors, ce que fait l'OTAN, c'est discuter de la possibilité d'élargir ou d'intensifier le conflit contre la Russie, en pensant que la Russie va rester les bras croisés. Et un de ces jours, j'ai peur que la Russie riposte. Ils vont frapper des cibles au Royaume-Uni et en Allemagne, très probablement. Et puis l'OTAN va se retrouver face à une crise de l'article 5. Parce qu'ils vont se réunir et dire, bon, il faut qu'on parte en guerre contre la Russie. Et ça doit passer devant chaque Parlement. Les Polonais vont dire, non, 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 on ne part pas en guerre. Les Hongrois feront pareil, les Italiens sans doute diront non aussi et les Espagnols. Et là d'un coup, l'OTAN s'effondre. C'est vers ça qu'on se dirige. Il n'y a aucune recette pour la stabilité. En plus de ça, la Finlande et je crois la Lituanie parlent de déployer des armes nucléaires sur leur territoire. Et ils pensent que la Russie va rester tranquille en se disant « Tiens, c'est intéressant ». Non. La Russie détruira ses armes avant même qu'elles n'arrivent ou qu'elles soient mises en service. Ce sommet de l'OTAN, c'était une pure illusion. Beaucoup d'analystes pensent que ces frappes à longue portée contre la Russie ne visent pas vraiment les infrastructures, mais cherchent plutôt à provoquer une riposte russe. Une riposte qui permettrait ensuite à l'OTAN de contre-attaquer et peut-être même d'utiliser une arme nucléaire tactique. Alors, selon vous, est-ce que tout ça ressemble à un piège? Est-ce que ces frappes à longue portée sont en réalité destinées à provoquer une réaction qui servirait à justifier une agression de l'OTAN contre la Russie? L'Europe me fait penser à un homme à moitié nu, sans chaussures de course, debout devant la grotte d'un ours endormi, en train de dire « J'ai une super idée, et si on piquait l'ours avec un bâton jusqu'à ce qu'il se réveille, il dort depuis un moment, il doit avoir faim, et ensuite, sans ses chaussures, il ne va pas courir plus vite que l'ours. Il va se faire dévorer. » C'est exactement ce qui attend l'Europe. Elle est en train de provoquer l'ours. Sergei Karaganov, un universitaire et stratège russe de premier plan, a été l'un des premiers à dire que la Russie devait tourner son attention vers l'Est, vers la Chine, vers la Sibérie, qu'il fallait rompre avec l'Europe parce que l'Europe n'était plus l'avenir de la Russie. Il écrivait déjà ça il y a plus de 10 ans, 12, 14 ans peut-être. Eh bien, il avait vu juste. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est exactement là que se joue l'avenir de la Russie. Il a d'ailleurs récemment écrit et parlé du fait que la dissuasion, cette peur d'une riposte russe qui existait autrefois en Europe, a aujourd'hui disparu. Et selon lui, la seule option pour la Russie maintenant, c'est de rétablir cette peur. Cela pourrait passer au début par des frappes avec les missiles Yars. Mais il a ajouté que, pour rétablir complètement cette dissuasion, il faudrait peut-être aller jusqu'à l'emploi d'armes nucléaires tactiques. La réalité, c'est que la Russie est bien plus prête à utiliser l'arme nucléaire que ne le sont les Européens à l'utiliser contre elle. Et bien sûr, ce serait terrible dans tous les cas. Mais les Européens et les Américains ont commis une erreur grave.
très grave. Ils pensent être militairement plus forts, supérieurs à la Russie. Pas du tout. Ils sont plus faibles que la Russie. Tous ensemble, plus faibles que la Russie. J'ai remarqué que dans la déclaration du sommet de l'OTAN, à la section 2, la Russie est désignée comme une menace à long terme, alors que la Chine n'est pas mentionnée du tout. Est-ce que c'est simplement symbolique, ou bien est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de paix avec la Russie dans un avenir proche? Pourquoi l'OTAN, franchement, désignerait la Chine comme sa principale menace? L'OTAN est en Europe. La Chine, elle, est à l'autre bout du monde. Elle n'est pas en train d'envahir l'Europe. Donc je leur reconnais au moins un minimum de bon sens. Mais encore une fois, dire que c'est la Russie qui lance des guerres par procuration contre l'Europe, c'est l'inverse. L'Europe, elle, finance activement et participe. Et puis bon sang, regardez les mercenaires. Il y a des Polonais, des Allemands, des Suédois, des Finlandais, des Roumains en Ukraine qui combattent contre la Russie. Et la Russie se dit, c'est du déjà vu. Revenons à la Seconde Guerre mondiale. Quand les Soviétiques ont été envahis, aux côtés des nazis, il y avait des Roumains, des Hongrois, des Tchèques, des Français, des Espagnols, des Italiens. Ce n'était donc pas seulement l'Allemagne. D'autres nations européennes ont participé à cette invasion. La Russie, elle, ne l'a pas oubliée. Elle voit bien la menace pour ce qu'elle est. J'ai aussi remarqué que l'OTAN a lancé 2 programmes assez intéressants. Le premier s'appelle Front Door for Industry et le second NATO Engine. Ces initiatives visent à intégrer les achats de défense et à développer la production industrielle entre les pays membres. L'Alliance coordonne désormais les achats, la fabrication et même les stocks de matières premières critiques dans plusieurs pays. À quel point ce changement est-il important? Et qu'est-ce que cela nous dit sur les attentes de l'OTAN, non seulement concernant la durée de la guerre avec la Russie, mais aussi sur ses plans à long terme? Est-ce que cela pourrait signifier qu'elle se prépare à affronter d'autres États ou à adopter une logique qui s'apparente à une véritable économie de guerre? Oui, alors le problème, c'est que ces pays ne se sont pas mis d'accord sur un seul système d'armes. D'accord? Produire un char M1 Abrams, c'est pas la même chose que produire un char Léopard. Donc vous voyez, au moins l'Allemagne, l'Angleterre et la France ont chacun leur propre version de ce qu'ils considèrent comme le meilleur char. Alors, lequel vous décidez de fabriquer et de stocker? Et là, si vous voulez agir comme une unité cohérente, ça veut dire que tout le monde doit suivre le même standard. Autrement dit, avoir le même équipement, pas 4 types de chars différents qui nécessitent des pièces différentes. Du point de vue de l'efficacité et des opérations militaires, il ne faut pas compliquer la chaîne logistique. Il faut la simplifier. Au lieu d'avoir 10 avions différents, chacun avec ses propres pièces détachées et ses propres services de maintenance, on se retrouve avec un seul appareil que tout le monde utilise. Et là, forcément, la question se pose. Quel pays va en tirer profit? Ce que les États-Unis essayent sans cesse de faire, c'est d'imposer à tous ces pays d'acheter nos avions. Sauf que, par exemple, quand j'ai vu que Trump avait promis le F-35 à la Turquie, si j'étais turc, je me dirais « Mais pourquoi vous nous détestez? Pourquoi vous nous vendez cette épave? » Parce que le F-35, en anglais, on dit qu'on vend une turkey à la Turquie. Et pour ceux qui ne sont pas anglophones, il faut savoir que le mot « turkey » est une expression péjorative. Ça veut dire que c'est un truc maladroit, pas terrible du tout. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, le secrétaire de l'armée de l'air a témoigné devant le Congrès américain il y a environ 3 semaines que la capacité opérationnelle des F-35 est de 25 à 30%. Autrement dit, sur 100 avions,
il n'y en a qu'une trentaine capables de voler en mission de combat. Les 70 autres sont en panne, en attente d'une mise à jour logicielle ou un autre problème. Franchement, ce sont de vrais divas. Et c'est peut-être même faire insulte aux divas que de qualifier les F-35 ainsi. Et puis, il y a les problèmes de production. Ils ont reconnu que les 6 derniers F-35 tout neufs livrés l'ont été sans les radars qui vont dans le nez de l'appareil. Pourquoi? Parce que la Chine est la source des aimants et des terres rares indispensables à la fabrication de ces radars. Résultat, les radars ne sont pas produits. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en vitesse au magasin de sport du coin, un peu comme un Gold's Gym, et ils ont pris, vous savez, si vous avez déjà soulevé une barre, il y a des disques de poids qu'on met à chaque extrémité. Eh bien, ils ont mis environ 27 kilos de ces disques dans le nez de chaque avion, parce qu'il fallait quand même garder du poids à l'avant, même si le radar ne fonctionnait pas vraiment. Réfléchissez à ça. Et donc, on en revient à la question, quel avion va être celui de l'OTAN? Est-ce que ce sera le F-35 américain qui coûte 100 millions de dollars pièce? Il faut 40 000 dollars de maintenance par heure de vol. Donc s'il vole 4 heures, on est déjà à $250 000. Voilà pourquoi je dis que ces gens de l'OTAN se réunissent et prennent des décisions qui, au final, ne peuvent pas être intégrées de façon stratégique. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Larry, tu as mentionné que Trump avait accepté de vendre des F-35 à la Turquie. Et ça me rappelle justement que la Turquie avait été empêchée d'en acheter, parce qu'elle possède, si je ne me trompe pas, le système russe S-400. S-400. Les S-400, oui, merci. Et bien sûr, la Turquie est un acteur important au Moyen-Orient et même à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qu'Erdogan offre à Trump pour que Trump accepte maintenant de vendre des F-35? Où se trouve le compromis? Oui, je pense que Trump est simplement désespéré de se faire bien voir d'Erdogan à cause de l'instabilité actuelle au Moyen-Orient. La Syrie est un vrai chaos. La Turquie a joué un rôle clé dans la tentative de renverser Bachar al-Assad. Mais maintenant, elle se retrouve coincée avec ce personnage, Al-Julani, aussi connu sous le nom d'Al-Jolani. Ils veulent utiliser la Turquie pour aider à consolider le pouvoir au nord de l'Iran, dans cette zone qui s'étend jusqu'à l'Azerbaïdjan, en passant par l'Arménie et la Géorgie. Donc leur objectif, c'est de prendre le contrôle du Caucase, et ils estiment que la Turquie est un bon moyen d'y parvenir. En plus, la Turquie occupe une position stratégique au sud de la Russie, et certains aimeraient sans doute l'éloigner de ses relations avec Moscou. Tu sais, Trump faisait simplement remarquer que les États-Unis ne pouvaient plus continuer à manquer de respect à la Turquie, ou à la Turquie, comme il préfère qu'on dise maintenant, et qu'il serait dans l'intérêt américain de renforcer cette relation. Le problème, c'est qu'Israël menace de détruire la Turquie un jour sur deux. Et jusqu'à présent, Erdogan, le cupide qu'il est, continue de fournir du pétrole à Israël, parce que lui et sa famille en tirent une grosse part. Ils sont très bien payés pour ça. Donc voilà la Turquie, insultée par Israël, mais qui continue quand même à lui vendre du pétrole. Si la Turquie coupait le robinet du pétrole israélien, Israël serait dans une situation difficile. Il ne pourrait pas poursuivre la guerre. Alors tu vois, le monde n'est pas toujours ce qui paraît. C'est un peu ça que je veux dire. Absolument pas. Et puisque Israël n'a pas réussi à désarmer le Hezbollah, certaines discussions évoquent la possibilité que Al-Shara, en Syrie, puisse aider d'une certaine manière à contenir le Hezbollah. On sait aussi que la Turquie a joué un rôle important dans la mise en place d'Al-Shara en Syrie. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre tout ça et le fait qu'Erdogan reçoive maintenant des F-35 en rapport avec les intérêts du Hezbollah et d'Israël?
Hezbollah and Israel's interests? Well, if again, let's understand the Bon, encore une fois, essayons de bien comprendre la situation. Qui Israël désigne-t-il comme ennemi? Il dit que le Hezbollah est son ennemi. Il dit aussi que la Turquie est son ennemi. Donc la Turquie, dans ce cas, soutiendrait Al-Qara'a pour détruire un ennemi d'Israël. Alors qu'on pourrait penser, au contraire, qu'une alliance naturelle pourrait se former entre la Turquie et le Hezbollah pour affronter Israël, puisque Israël menace les deux. C'est là que vous voyez, les choses se compliquent. L'influence de la Turquie, à mon avis, en Syrie, a diminué au cours des 2 dernières années. Il y a encore une présence russe dans le nord, près de la frontière avec la Turquie. La bonne nouvelle, c'est que les Kurdes se sont calmés. Ils ne sont plus aussi actifs pour menacer la Turquie qu'ils l'étaient auparavant. Donc maintenant, le vrai problème, c'est Israël. Et là, il faut prendre un peu de recul et se demander pourquoi Israël a-t-il décidé d'attaquer verbalement la Turquie comme il le fait. Parce que, vous savez, les Turcs n'ont pas été, Yerba et Ogucho aurait faire, comme couper le pétrole pour faire pression sur Israël, mais ils ne l'ont pas encore fait. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Bien sûr, la Russie et la guerre en Ukraine ont été au cœur du sommet, et l'Ukraine s'intègre de plus en plus dans l'écosystème militaire de l'OTAN, même sans en être membre officiellement. Quelle réaction cela risque-t-il de provoquer du côté de la Russie? Eh bien écoutez, la réalité, c'est qu'ils intègrent l'Ukraine à l'OTAN depuis 1995. Donc on ne voit absolument rien de nouveau ici. Vous savez, la base située dans l'ouest de l'Ukraine, à Yavoriv, l'OTAN y a établi sa présence dès 1997. Et à partir de cette date, l'Ukraine, même si elle n'était pas membre de l'OTAN de jure, c'est-à-dire officiellement, était en fait un membre de facto, compte tenu du nombre d'exercices militaires qui ont eu lieu sur son territoire. L'OTAN compte 32 pays, et il n'y a que 6 pays membres qui ont accueilli plus d'exercices de l'OTAN que l'Ukraine. Autrement dit, l'Ukraine a organisé plus d'exercices de l'OTAN que 24 autres pays membres réunis. Cela montre bien que cette intégration est en cours depuis déjà pas mal de temps. That shows you that integration has been underway for quite a while. And that was why there were such high hopes, if you will, in the early days. Et c'est pour ça qu'il y avait, si vous voulez, autant d'espoir au tout début. Vous savez, l'attaque de Poutine, le 24 février 2022, a en quelque sorte devancé ce qui devait être une offensive ukrainienne soutenue par l'OTAN, destinée à en finir avec le Donbass. Et les Russes ont en gros empêché que ça se produise. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui inquiète tellement l'OTAN, c'est que l'Alliance est en train d'être battue, de fait, à cause de la défaite de l'Ukraine face à la Russie. Pendant que la Russie prenait le temps de renforcer son armée, elle a maintenant, aujourd'hui, elle est passée d'environ 900 000 soldats d'actifs à près d'1 600 000. Elle est passée d'à peine 150 000 soldats en Ukraine en 2022 à plus de 700 000 aujourd'hui. Et à présent, la Russie mène des opérations sur 6 axes d'attaque différents en Ukraine. Lors de la conférence de presse qui a suivi le sommet, Donald Trump a déclaré que les frappes ukrainiennes soutenues par les États-Unis en Russie représentaient, je cite, une escalade. Mais selon lui, c'est aussi une escalade qui peut mener à une fin. Rubio, assis à côté de Trump, a repris pratiquement la même idée. Il a dit, je cite, « Je pense que c'est l'une des dynamiques qui ont changé dans cette guerre au cours des derniers mois. Les Russes ont de plus en plus de mal à défendre leur propre espace aérien. Et ce que nous espérons, c'est que cela ouvre désormais la voie à des négociations pour mettre fin à cette guerre. » En clair, il dit que oui, ces frappes à longue portée sont rendues possibles grâce à nous, mais qu'ils espèrent qu'elles permettront de mettre fin au conflit.
Pour moi, il semble plutôt que ces frappes visent à provoquer, comme on en a parlé plus tôt dans cette discussion, plutôt qu'à favoriser la paix. Alors, comment interprétez-vous les propos de Trump et de Rubio? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? Je ne pense pas qu'ils sachent vraiment ce qu'ils veulent dire. Ils sont dans le déni. Encore une fois, on en revient à cette image de l'homme à moitié nu qui provoque l'ours en pensant que tout va bien se passer. Mais l'ours va le dévorer. Et c'est exactement ce qui va arriver à l'OTAN et aux États-Unis. Tu l'as déjà dit, le ton a complètement changé à Moscou. Peskov, Lavrov, Maria Zakharova, Medvedev et d'autres au sein du gouvernement, tous disent la même chose. Les négociations avec les États-Unis sont mortes. C'est une impasse. Ça n'ira nulle part. Cette affaire va se régler militairement sur le champ de bataille. Et c'est d'ailleurs ce que fait la Russie. En 2022, la Russie ne contrôlait qu'une partie de la région de Donetsk. Environ 45%, presque la moitié, restait encore sous contrôle ukrainien. Aujourd'hui, il ne reste qu'environ 1% du territoire de Kramatorsk et de Sloviansk. Ils sont donc passés de 50% à peine 1%. Une fois ces deux localités prises et les Ukrainiens expulsés ou anéantis, la Russie aura le contrôle total du Donbass, de Louhansk et de Donetsk. Elle mène déjà en parallèle des opérations militaires à Soumy, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk et Kherson. Et tout ça va continuer à s'intensifier. En fait, ça étire les défenses ukrainiennes. Ça les affaiblit sur l'ensemble du front. Et quand elles finiront par s'effondrer, je ne sais pas quand exactement, mais à mon avis, ce sera plus tôt que tard. Vladimir Poutine avait déclaré auparavant que la zone tampon s'étendrait le long des frontières de la Malorossia. Et maintenant, on entend des responsables russes parler de la Novorossia. Le problème, c'est que les frontières historiques de la Novorossia n'existent pas vraiment parce qu'elles ont changé au fil du temps. Si on regarde certaines cartes d'une époque donnée, on se dit d'accord, voilà la Novorossia. Mais 50 ans plus tard, c'était autre chose, un peu différent. Alors selon vous, où se situera cette nouvelle zone tampon? Depuis le fleuve Dniepr vers l'est, et au minimum ça inclura Soumy, donc Soumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson, Mykolaïv et Odessa. Vous voyez, tout cela, je pense qu'il finira par les prendre aussi. Donc en fait, la Russie est entrée dans une nouvelle phase. Ils avaient donné à l'Ukraine une chance de se rendre, de s'arrêter là où elle était. Ça voulait dire que la Russie aurait quitté Soumy et Kharkiv. Mais l'Ukraine a dit non. Alors la Russie a répondu, très bien, dans ce cas, on va en prendre davantage. Et c'est là que, vous savez, Poutine a annoncé que la nouvelle Russie devenait désormais l'objectif. Et comment dire, Tchernihiv, c'est l'autre oblast là-bas. Ça pourrait finalement l'inclure aussi. Mais une chose est claire, la Russie n'a pas abandonné de territoire. Exactement. L'OTAN poursuit-elle toujours les mêmes objectifs stratégiques en Ukraine qu'en 2022 ou 2023, ou voyez-vous des signes que ces objectifs sont en train d'évoluer? Eh bien, il pensait qu'en utilisant l'Ukraine comme force par procuration, ils affaibliraient et détruiraient l'armée russe. En réalité, c'est tout l'inverse qui s'est produit. L'armée russe est devenue plus forte, plus avancée sur le plan technologique, et cela a vraiment relancé toute la base militaro-industrielle russe. Donc, quel que soit l'objectif initial d'affaiblir la Russie, il s'est retourné contre eux. Et ceux qui s'affaiblissent aujourd'hui, c'est en fait l'OTAN elle-même, parce qu'elle connaît de plus en plus de divisions internes. Il n'y a pas de consensus. Ils continuent de répéter que la Russie est une menace, que la Russie est le danger. Mais qu'est-ce que la Russie vous a fait exactement? Vous parlez de la Russie qui vous fournissait du pétrole bon marché, de la Russie qui vous livrait du gaz naturel liquéfié à bas prix.
Cette Russie-là, celle dont vous avez accepté que les États-Unis fassent exploser le gazoduc Nord Stream, celle sur laquelle vous avez accepté d'imposer des embargos pétroliers pour ne plus vouloir de son pétrole. L'Europe est en train de se suicider. Elle se suicide économiquement. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Est-ce parce que leurs économies sont en déclin que la seule option, maintenant, c'est la guerre? Et qu'il n'y a vraiment plus de voie vers la paix, parce que ces dirigeants sont tellement impopulaires chez eux que finalement dire « bon, nous sommes en guerre, donc nous ne pouvons pas organiser d'élections », c'est la seule option qu'il leur reste aujourd'hui. Vous savez, on a souvent entendu dire dans l'histoire que parfois, pour un pays, entrer en guerre pouvait être bénéfique sur le plan économique. Ça a d'ailleurs été le cas pour les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les pays européens, eux, font face à une dette énorme. Ils n'ont pas l'argent disponible pour construire des usines, produire de nouvelles armes, et en plus, ils ne contrôlent pas du tout les chaînes d'approvisionnement. Et même si, par hypothèse, ils arrivaient à reprendre le contrôle de ces chaînes, d'où viendrait l'argent pour financer tout ça? Eh bien, ils devraient l'emprunter. Leurs citoyens paieraient plus d'impôts, ou alors ils subiraient une forte inflation. Donc, toutes les conditions économiques actuelles en Europe vont à l'encontre d'une augmentation des dépenses publiques, surtout des dépenses de défense, qui, elles, ne contribuent pas à la croissance économique du pays. Absolument, oui. Et j'ai d'ailleurs mis en ligne une vidéo à ce sujet parce que c'est vraiment choquant de voir autant d'États européens en déclin économique réduire leurs programmes sociaux et en même temps annoncer de nouveaux contrats militaires. Ils disent, bon, eh bien, notre industrie automobile est en recul, alors on va reconvertir ces usines pour produire des drones. C'est ce qu'on observe un peu partout dans l'Union européenne et c'est vraiment frappant. Et puis, la population de l'Union européenne doit comprendre qu'il y a un compromis. On ne peut pas produire des drones et garder le même niveau de vie. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'investissement dans les infrastructures civiles, dans les routes, les hôpitaux, les écoles. Et il y aura encore bien d'autres sacrifices que les citoyens devront malheureusement assumer à cause de ces politiques bellicistes qui sont imposées dans pratiquement tous les États de l'Union européenne. Oui, vous savez, je suis sûr que quand vous étiez à l'université, vous avez suivi un cours d'économie. En général, c'est obligatoire. La plupart des étudiants en font un. Et l'un des principes de base qu'on y apprend, c'est le compromis entre les canons et le beurre. On ne peut pas avoir les deux. Si on produit du beurre, on a moins de moyens pour les canons. Si on produit des canons, eh bien, on réduit le beurre. Eh bien, cette leçon-là, visiblement, n'a pas été retenue. J'ai vérifié. Quand Donald Trump a pris ses fonctions le 20 janvier 2025, la dette nationale des États-Unis s'élevait à 37 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle atteint 39 400 milliards. Il a ajouté presque 2 500 milliards de dollars à la dette en 18 mois. Réfléchissez à ça. Le ratio dette sur PIB des États-Unis augmente à un rythme de plus en plus rapide. Absolument. Et je vous remercie vraiment d'avoir examiné ces chiffres parce que c'est clairement quelque chose que les contribuables américains et même les générations futures devront assumer. C'est donc un aspect très important à la fois de sa politique étrangère et de sa politique intérieure. Oui, c'est clair. C'est une catastrophe économique. C'est une vraie recette pour le désastre. Bon, il faut savoir qu'il y a au moins deux types d'inflation. Il y a celle qui arrive quand on imprime tellement d'argent, quand il y a tellement de billets en circulation, que tous ces dollars en trop se mettent à concurrencer un nombre fixe de produits.
Et là, forcément, les prix montent. Mais en même temps, on peut avoir une autre forme d'inflation, comme celle qu'on vit aussi en ce moment. Près de 40% de l'approvisionnement mondial en hélium a disparu quand le golfe Persique a été fermé le 28 février. Du coup, on fabrique moins de puces électroniques, et rien que par effet de rareté, les prix grimpent. Et je me corrige. J'ai dit que quand Trump est arrivé au pouvoir, la dette était de 37 000 milliards de dollars. Non, c'était 36. Donc il a ajouté presque 4 000 milliards en 18 mois. Ce n'est pas tenable. C'est un chiffre incroyable. Mais aujourd'hui, notre dette dépasse notre PIB. Pendant le sommet de l'OTAN, l'administration Trump a mené des frappes sur, je crois, plus de 80 cibles en Iran. Est-ce que ce calendrier est juste une coïncidence ou bien est-ce un message adressé aux alliés des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique? En gros, est-ce que ça veut dire soit vous rejoignez les États-Unis, soit vous restez un peu en marge? Alors, écoutez, pardon, à vos souhaits. Je remets en question ce chiffre, 80. Les États-Unis ont frappé, vous savez, plusieurs sites, soit par des bombes, soit par des missiles. Les Iraniens, eux, ont affirmé en retour qu'ils en avaient touché 80 ou 85. Peu importe le nombre exact, il s'est passé quelque chose la nuit dernière qui a mis Donald Trump hors de lui. Et selon moi, c'est parce que l'Iran a tiré, d'après Trump, 111 missiles anti-navires contre la marine américaine, stationnés à au moins 200 000 des côtes iraniennes. Je pense que un ou plusieurs de ces missiles ont atteint le porte-avions américain et peut-être aussi les destroyers qui l'accompagnaient. Peut-être même que plusieurs navires ont été touchés. Ils n'ont pas coulé, mais ils ont clairement subi des dégâts. L'administration Trump cache ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est revenu en disant que le mémorandum d'entente est mort, qu'on va attaquer l'Iran à nouveau ce soir. Alors vous savez, il y a environ 2 semaines, les Iraniens ont frappé un navire qui essayait de violer les règles iraniennes, des règles qui avaient en fait été acceptées par les États-Unis. Ce n'est pas comme si l'Iran inventait des règles que les États-Unis avaient refusées. Ces règles iraniennes disaient simplement que tout navire voulant passer par le détroit d'Ormuz devait remplir une demande en ligne, indiquer le nom du navire, sa destination, la cargaison qu'il transporte et la nationalité des membres de l'équipage. Ils voulaient s'assurer que rien n'allait vers Israël, qu'il n'y avait pas de marins israéliens, ni de produits destinés à Israël. C'était ça le but. Et donc, en appliquant cette règle, ils ont fini par toucher les États-Unis, bien malgré eux. Les Américains ont réagi en frappant plusieurs points le long du détroit d'Ormuz, Bandar Abbas, Sirik, l'île de Keshm. L'Iran a riposté en frappant à l'intérieur de Bahreïn et du Koweït. Les États-Unis, eux, n'ont pas répliqué après ça. Le lendemain, de nouvelles tentatives ont eu lieu pour contourner les règlements iraniens sur le contrôle du détroit d'Ormuz. Et une fois encore, l'Iran a attaqué ces navires parce que le protocole iranien prévoit que tout navire qui ne respecte pas l'obligation de déposer cette demande devient une cible potentielle. L'Iran va utiliser la force contre eux. Tout le monde a été prévenu. Donc, encore une fois, les États-Unis ont lancé des frappes de représailles initiales. L'Iran a répondu de la même manière en frappant à nouveau les bases aériennes au Koweït et à Bahreïn. Mais ça ne s'est pas allé plus loin. Le protocole d'accord était toujours en vigueur et Trump n'est pas sorti pour dire « le protocole est fini » ou « je déteste les Iraniens ». Il a fait ça aujourd'hui. Et ça veut dire quelque chose. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les navires américains ont été touchés la nuit dernière. Et maintenant, Trump va intensifier. Et en intensifiant, il va provoquer une crise financière qui va engloutir les États-Unis.
Je viens de vérifier rapidement, et d'après le suivi indépendant des coûts de la guerre en Iran, jusqu'à 113 milliards de dollars ont été dépensés pour cette guerre, à la mi-juin 2026. Je m'excuse. Donc, les estimations tournent autour de 113 milliards de dollars de fonds publics dépensés d'ici la mi-juin 2026. C'est absolument choquant. Et maintenant, on assiste à une nouvelle escalade. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'était prévu depuis le début, ou bien reste-t-il encore un espoir pour que les négociations entre les États-Unis et l'Iran reprennent? Non, je pense que c'est fini. Je ne vois aucune raison pour que ça reprenne. Pas après ce qui s'est passé cette semaine en Iran, avec les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei qui a été assassiné. Il a été tué. Trump parle de l'Iran qui voudrait l'assassiner, lui. Mais le seul qui a du sang sur les mains en ce moment, c'est Donald Trump, pas l'Iran. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a aucun précédent historique pour un tel nombre de personnes venues rendre hommage et prier lors de l'enterrement de l'ayatollah à Téhéran, mardi. Donc là, on est mercredi. Oui, je crois que c'était, non, lundi. 15 millions de personnes. 15 millions d'Iraniens dans une ville qui en compte environ 17 millions. 15 million Iranians out of a city of like 17 million? Okay, let's assume some came in from outside, but still. D'accord, admettons qu'il y en ait eu quelques-uns venus de l'extérieur, mais quand même, plus de 80% de la population totale de l'Iran était dans les rues. À Qom, hier, entre 4 et 5 millions d'Iraniens. À Najaf, en Irak, ce ne sont pas des Iraniens mais des chiites, on estimait encore entre 3 et 4 millions de personnes aujourd'hui. Et puis demain, jeudi, à Mashhad, probablement bien plus de 10 millions de personnes supplémentaires. Au total, on parle de plus de 30-35 millions de personnes. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Même pas pour la mort d'un pape, quel qu'il soit. Jamais 30 millions de personnes ne sont sorties pour un pape défunt, ou pour un président comme John F. Kennedy, ou encore pour Joseph Staline, ou Mao Zedong, un dictateur. On est en train d'assister à l'histoire. On est en train de voir quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et dans ces foules, les gens scandent des appels à la vengeance. Une vengeance contre les États-Unis, non seulement pour avoir pris la vie de l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi pour avoir tué sa petite fille de 16 mois, sa femme et sa belle-fille. Tout cela résonne à travers l'Iran comme un moment de transformation générationnelle. C'est un peu comme aux États-Unis, juste après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Cet événement a créé à la fois une mythologie et une motivation, et il a soudé le pays d'une manière qui a conduit à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, du moins dans la partie où les États-Unis étaient engagés. Le même effet est en train de se produire aujourd'hui en Iran. Nous n'en avons pas encore vu les conséquences, mais elles arrivent. La direction russe observe de très près non seulement le sommet de l'OTAN, mais aussi l'administration Trump qui a mené des frappes contre l'Iran pendant la période de négociation de 60 jours, alors même que le protocole d'accord était toujours en vigueur à ce moment-là. Comment, selon vous, les planificateurs militaires russes perçoivent-ils les résultats de ce sommet? Et comment voient-ils ce sommet dans le contexte de l'escalade plus large au Moyen-Orient? Eh bien, ils ne sont pas vraiment liés. Je ne pense pas que, vous savez, l'OTAN soit... Enfin, en ce moment, l'OTAN, c'est un tigre de papier. Ce qu'on voit, ou disons la pertinence de l'OTAN, c'est que ça a toujours été un phénomène dominé par les États-Unis. Et les États-Unis s'affaiblissent. Leur influence dans le monde, leur contrôle, leur puissance militaire, tout ça est en déclin. Leur domination économique, notamment à travers le pétrodollar, est aussi en recul. Et la faiblesse des États-Unis, c'est clairement vu dans le Golfe Persique, avec le fait qu'ils n'ont pas pu vaincre l'Iran, qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas d'option terrestre.
Leur force navale s'est révélée pratiquement impuissante et leur puissance aérienne n'a pas réussi à neutraliser les missiles balistiques iraniens. And its air power has failed to defeat Iran's ballistic missiles. So there's this Il y a aujourd'hui un vrai décalage. Les États-Unis aiment se voir comme la puissance militaire la plus forte du monde, et ils ont utilisé leur rôle de leader au sein de l'OTAN pour le montrer. Mais regardez ce qui s'est passé, pas seulement en Iran. Si on remonte à l'an dernier, dans le détroit d'Ormuz, enfin, pas dans le détroit d'Ormuz, mais en mer Rouge, avec les Houthis. Là encore, les États-Unis n'ont pas réussi à les vaincre. Et si on revient à l'OTAN et à l'Ukraine, la puissance militaire américaine, son équipement, ses services de renseignement, est-ce que tout cela a vraiment changé la donne? Est-ce que ça a permis de vaincre la Russie? Non, c'est même l'inverse. Les États-Unis se révèlent un peu comme un tigre de papier. Larry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était une conversation vraiment passionnante. Je sais qu'on a essayé d'aborder beaucoup de sujets, mais je suis sûre que nos téléspectateurs seraient ravis de te revoir dans une prochaine émission. Merci encore d'avoir participé. Merci. J'ai hâte de recevoir la prochaine invitation. Merci beaucoup, Lena. Lena.